Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jade Baltar. Mais non, il sourit trop pour être un André Sasuke. Romain Aublin. Yes, man, Bradley Cooper. Lucas Baltar. Enfin, Josh O'Connor, il ressemble quand même à une souris. Dans le remake de Ratatouille, il y sera, hein. Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Je suis le seul homme de gauche ici. Vendredi Ciné, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que ce début de semaine se passe pour le mieux. Vous écoutez Vendredi Ciné, votre podcast favori. En tout cas, si vous nous avez noté 5 étoiles et que vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, ça veut dire que c'est votre podcast favori, sinon ça ne l'est pas. C'est la concurrence et on vous maudit. C'est un peu beaucoup peut-être. J'ai l'habitude de commencer le podcast par un rapide tour de l'actualité culturelle et je vais faire exception à la règle en prenant cette fois-ci l'actualité politique. J'ai le droit à, c'est un quota de 3 blagues par an, donc Sur la semaine des Césars, tu décides de parler d'autre chose que de la culture. mais je savais pas que c'était les Césars. Donc... Oh là là. Le Ça, chroniqueur au moins, sinon en carton. Alors que ouais. tu ne saches pas que ce soit les Césars, ok, que tu l'avoues dans le podcast, Ouais. ça c'est autre chose. En plus, juste après avoir dit notez-nous 5 étoiles, on est grave au courant de l'actualité cinéma. On est vraiment à fond, hein. J'ai pas dit ça. En tout cas, le Festival de Cannes, on en parlera du coup en décembre prochain. En effet, donc à l'approche des élections municipales, le Conseil d'État a classé le parti de la France Insoumise à l'extrême gauche du spectre politique, ce que je trouve hyper grave pour plein de raisons. Alors c'est pas le seul parti politique à avoir reçu une nouvelle classification, puisqu'il y a l'UDR aussi qui est un des nombreux partis de droite, qui cette fois-ci a été classé à l'extrême droite. Et donc pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, ça me fait réfléchir à plein de choses en ce moment, notamment du coup mon entourage, mes relations et les gens qui font partie de ma vie. C'est pour ça que j'annonce mon retrait de ce podcast, puisque je ne peux pas être ami avec des personnes maintenant classées à l'extrême droite. Voilà, j'ai tiré 3 balles. Wow. Ouais, j'avoue, c'est gratuit ça. Comment ça va? Ah bah là, depuis que tu m'as dit ça, beaucoup moins bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu cette intro qui venait nous plomber la gueule. Vendredi réac, le retour, hein, finalement. Au final, ouais. Je suis le seul homme de gauche ici. Oui, bien sûr. Ouais. Ça. Alors, homme, peut-être. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis la nuance. Merci, merci. Lucas, c'est sûr qu'il est pas de gauche. Il a SM. Aujourd'hui, on a un gros épisode. Nous, on va commencer par le nouveau film de Bradley Cooper. Je l'ai mal dit, allez, on va recommencer. Nous, on va commencer par le nouveau film de Bradley Cooper, à savoir Is This Thing On? Pourquoi tu fais du stand-up? C'est un genre de hobby. Ça a au moins le mérite de motiver. Applaudissez-moi, je vais super bien. En ce moment, je paie le loyer d'un appart pourri et le crédit d'une maison dans laquelle je vis même plus. Ça veut dire quoi? Pardon, Is This un accent. Regardez. Is this thing on? Est-ce que ce truc est allumé? Genre, en gros, justement, par rapport à ton micro, en fait, tu dis Ah oui, est-ce que ça marche allumé, en gros C'est ça. Ok. Is this thing on? Is this thing on? C'est impossible à dire. C'est impossible. Is this thing on? Voilà. Est-ce que ça marche du coup? Est-ce que ça marche? Est-ce Le que titre c'est allumé? québécois. On n'a pas regardé le titre C'est vrai québécois qu'on de a ce pas regardé film. le Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est allumé? Nouveau film de Bradley Cooper avec Will Arnett et Laura Dern, et aussi Bradley Cooper qui joue un second rôle dans le film. Meilleur rôle. Ouais, il est vraiment très drôle. Le mariage d'Alex et Tess ne tient plus qu'à un fil. Alex doit soudain affronter les doutes de la cinquantaine et la menace d'un divorce imminent. Pour affronter ça, il décide de se lancer dans le stand-up. Alors, je vais commencer par mettre une nuance qui est que Bradley, je ne le déteste pas. Hein. Je trouve que c'est un chic type. Brad. Et puis on Il aura sera l'occasion de le content de l'apprendre. Oui, voilà, c'est on ça. aura l'occasion de le recevoir ici dans le podcast. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, il est à côté de moi. Yes, man, Bradley Cooper. Et moi j'ai toujours trouvé que c'était un comédien formidable quand il joue le truc Happiness, je sais pas quoi avec. Happiness Therapy. Voilà ça, moi je trouve Happiness, je sais excellent pas quoi. dedans. Titre en anglais avec Thérapie du bonheur. quand Oui, il a fait tout à fait. A Star is Une star est née. Disney. Super. Le sniper américain. Pardon. Voilà, moi c'est toujours un comédien que j'ai beaucoup aimé, notamment dans Nightmare Alley. Voilà, j'aime bien quand il joue le Ragondin aussi là dans les Gardiens de la Galaxie. Oui, tout à fait. Le raccoon d'un Rocket. Le Ragondin. Enfin, Oh, j'adore. Le raton, Et, là, c'est un tout raccoon. simplement. néanmoins, en tant que réalisateur, il m'a toujours posé quelques soucis. Enfin,
J'ai vu Star is Born, voilà. Ok. Et pour moi, c'est la mort sur Terre, Star is Born. Heureusement que t'as pas vu Maestro. Mais j'ai vu des extraits et ça m'a saoulé, donc voilà. Ça... Enfin, après, tu peux pas juger le film sur ses extraits, mais continue. Néanmoins, j'ai été intrigué par Is This Thing On, puisque pour la première fois, il n'était pas personnage principal du film, même s'il est un personnage secondaire, il se met pas complètement en scène. Donc là, il va vraiment devoir se poser des questions de réalisateur, à savoir comment je mets en scène d'autres gens. Bon, ça empêchait pas, hein, Oui, mais- même s'il était acteur principal dans Star is Born, ça l'empêche pas de se poser des questions. Oui, de réalisation. effectivement, mais là, quand tu n'es pas au centre du récit, tu dois faire à 100% ce travail, quoi. Au début, je trouvais ça assez étrange parce que je trouvais qu'il y avait un gros souci au niveau du son, au niveau du montage son. Les environnements étaient beaucoup trop riches pour les lieux qu'ils traversaient, les personnages. Et alors, soit c'est le monteur son qui a fait de la merde. Je ne pense pas, parce que c'est quand même Bradley Cooper qui a fait un film sur de la musique juste avant et qu'il y a Disney derrière, donc je ne pense pas que ça soit ça. Donc je me suis dit, c'est marrant du coup, est-ce que c'est pour questionner l'artificialité de leur relation ? Et guess what, c'est ça, hein, c'est globalement c'est comment les relations amoureuses sont montrées comme des cases, et justement la question qui est que ce personnage qui a tout le temps vécu dans une case, dans une vie rangée, c'est ce qu'ils disent, qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir des cases? Et ça, je trouve que c'est une idée assez intéressante, c'est que on va nous montrer à travers une caméra portée qui est tout le temps tremblante et qui va tout le temps mettre sur le même plan exactement le personnage de Will Arnett et son entourage. Ce qui veut dire que c'est l'inverse d'un plan fixe avec des champs contre champs, c'est-à-dire qu'on élimine la case et donc cette caméra va être portée pour montrer que cette personne-là sort de cette vie rangée. Je trouvais que c'était une idée assez intéressante, et à plein de moments je trouve qu'il y a des idées assez chouettes, notamment un plan d'un gâteau d'anniversaire avec des bougies, et en fait les bougies c'est le feu, voilà, qui est vraiment sur tout l'écran. Les enfants viennent éteindre ce feu en soufflant pour montrer que du coup c'est le feu entre Tess et Alex, et que les enfants vont calmer un peu la situation. Je trouvais que c'était une idée assez chouette, et des idées que j'avais pas vues dans A Star is Born, donc je me dis là c'est cool, et en même temps je ressens pas trop d'émotion dans le film, et c'est ça qui fait que je rentre pas vraiment en empathie pour ces personnages spécialement, bien qu'ils jouent très bien, notamment Will Arnett, qui est d'ailleurs doubleur il me semble à la base, Will Arnett Pour BoJack Horseman notamment. Je pense que c'est notamment lié donc à cette caméra qui est très artificielle du coup, et qui fait que j'arrive jamais vraiment à rentrer pleinement en empathie avec ces personnages aussi. Je reviens sur, artificiel du coup, pas mais... artificielle, mais enfin très présente, je voulais dire. Okay. Et aussi le fait que c'est des questionnements d'hommes blancs de plus de 50 ans, et je comprends que du coup ça touche Lucas. Moi je reste un peu en dehors. à vous les studios. Qu'est-ce que t'as à répondre de ça, Lucas? Je suis arrivé avec la colère et des balles. Parce que là, vraiment, un fusil chargé. La dernière balle, elle est grave pour toi, là. Moi, j'avais dit en sortant de la salle que ça m'étonnait pas qu'Eliott ait pas aimé, parce que c'était des questions que tu dois pas te poser souvent, et que c'est pas des gens effectivement à qui tu aimerais t'intéresser, et donc ça me surprend pas que t'aies pas aimé le film. Voilà. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement, je suis d'accord avec assez de points avec toi en termes de mise en scène et tout ça. Et ce qui fait que pour moi, Bradley Cooper, c'est un réalisateur, en tout cas sur les deux films que j'ai vus de lui, parce que Maestro, je l'ai esquivé, étant donné que c'est un biopic en noir et blanc, et que c'est Kryptonite. Je l'ai esquivé, mais moi, Star is Born, j'avais beaucoup aimé. Pas en noir et blanc, hein. Non, c'est pas en noir et Il y blanc. a des parties en noir et blanc. Oui, il y a des parties, mais non. Bon, autant pour moi. Mais j'ai pas vu le film, mais du coup, je sais pas mon truc. Mais Star is Born, j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, mais quand je l'ai vu, je crois qu'il est sorti, j'étais jeune adulte en tout cas. Et maintenant, t'es vieux adulte? Je suis adulte, bien adulte, quoi. Tu vois. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et quand j'ai regardé Is This Thing On, je me suis rappelé de ce qu'avait dit Bradley Cooper sur Lady Gaga. À l'époque, il avait dit quand tu viens sur le plateau et tout, je veux pas du tout que tu te maquilles pendant toute la période où on a tourné le film, je veux que tu sois le plus naturel possible, etc. Et je pense que Bradley Cooper, c'est quelqu'un qui essaye de retranscrire un cinéma plus naturel, et A Star is Born, c'était vraiment ça, c'était d'essayer de trouver sur des personnages célèbres, des stars, essayer de voir concrètement à quoi ces personnages ressemblaient
dans la vraie vie. Et donc lui, je pense que ce qu'il essaye de retranscrire, c'est la vraie vie. Et là, ça se poursuit avec Is This Thing On, où vraiment, on va essayer de rentrer dans une relation amoureuse, voilà, où ça va être un couple de cinquantenaires, avec des enfants qui sont des jeunes enfants, hein, qui ont 10 ans, avec mes parents. On l'a vu avec mes parents, avec Jade, et ils se faisaient aussi la réflexion de, c'était étrange, on n'a pas l'habitude de voir un couple de cinquantenaires avec des enfants de 10 ans, et c'est expliqué plus tard avec le background de la maman, etc., que elle était c'était une sportive, donc on suppose qu'elle a eu ses enfants et que en plus ils ont fait 8 ans de FIV. oui, Ouais. FIV, ouais, voilà, je sais plus. FIV. ouais. Bah tu sais, pour avoir des enfants, ouais, ça. Voilà, Ah c'est oui, ça. d'accord, Oui. ok. Donc, enfin, tout ça pour dire qu'il y a un background assez dense sur les personnages, et tout ça c'est expliqué, c'est disséminé tout au long du film, et ça c'est assez intéressant aussi parce qu'on démarre avec pas mal de mystères. Et mais voilà, tout ça pour dire qu'il essaye de retranscrire une histoire d'amour, et je trouve sans fioriture, sans dramatiser le truc au maximum. Moi, il y a des scènes vraiment qui m'ont ému, et sans pour autant que ça se transforme avec une grande musique ou quoi. Là, vraiment, on va essayer de rentrer dans le cœur des choses. Et sans, encore une fois, surdramatiser, il y a plein de scènes, moi, que j'ai en tête qui m'ont vraiment beaucoup touché. Ouais, en fait, on montre que les relations amoureuses de ce genre-là, c'est extrêmement complexe. Justement, on les rentre pas dans des cases, on essaye de vraiment tout voir, tout balancer, et je trouve ça génial. C'est assez rare, hein, pour le noter, d'arriver à rentrer vraiment dans l'intimité de deux personnes et d'arriver à voir ce qu'ils pensent, etc., et de s'y intéresser. Et vraiment, moi, je trouvais que ouais, la sortie de cette semaine qui m'a le plus emporté, voilà. Mais la trame narrative, ça vous a pas gêné? Parce que, enfin, pour moi, ça ressemblait beaucoup à Papa ou Maman de Martin Bourboulon. Et ça ressemble à Je l'ai beaucoup de... pas vu. Moi non plus. Mais ça ressemble à beaucoup de films que j'ai pu voir, hein, même des films américains. En tout cas sur la trame principale. Mais la manière de le traiter est assez différente. Et notamment, ce que tu dis... Bon, après, j'ai trop parlé déjà. Mais en tout cas, je trouve que oui, c'est un pitch qu'on a déjà vu. La manière de la traiter est encore différente. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où, justement, dans cette rupture-là, on va pas essayer non plus de parler des deux protagonistes du couple de la même façon. On va vraiment se concentrer sur lui et son parcours, et comment il perçoit la relation, comment il évolue. Et c'est assez drôle parce que, effectivement, ce film, je trouve que c'est vraiment un film d'acteur, dans le meilleur sens du terme. Parce que, comme vous le dites, Bradley Cooper, il a apporté beaucoup de soin à sa mise en scène, et on commence à retrouver un peu un style chez lui, pour du coup avoir vu tous ses films au nombre de 3. T'es experte dans sa filmo. Je suis une experte, je pense, je peux le dire. Non, mais ce qui est intéressant chez Bradley Cooper, c'est justement dans sa direction d'acteur et dans ses choix de casting aussi. Comme tu le disais, pour A Star Is Born, il nous a quand même pris Lady Gaga qu'on n'avait jamais vu comme ça. Là, il prend cet acteur qu'on connaît très peu, qu'on connaît pour sa voix, et qui d'ailleurs, je trouve que pour le stand-up, ça marche super bien d'avoir cette voix-là très très reconnaissable, et très grave, enfin vraiment une voix de fumeur aussi, mais et de le prendre lui dans toute sa complexité, et même l'acteur a coécrit le film avec Bradley Cooper, donc tu vois, on peut s'imaginer aussi qu'il a mis du sien, en fait, tout simplement. Et donc ça fait que dès le premier instant où je vois ce couple, où je vois ce personnage, j'y crois totalement. Et on a vraiment un intérêt, une complexité qui est apportée au personnage qui démontre que pour moi c'est vraiment un film d'acteur, de personnage. Et en fait, ce que je trouve intéressant du coup, c'est que tu vois un personnage se retrouver, en fait. Et toi tu le retrouves aussi alors que tu l'as pas connu avant. Et donc il y a des parties de lui que tu arrives à déceler déjà dès le début, que en fait tu vas découvrir de plus en plus, qui vont être de plus en plus frontales et de plus en plus présentes chez lui. C'est une utilisation que j'avais rarement vue de l'art, et alors que je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens utilisent l'art, ou en tout cas de manière thérapeutique, de manière thérapeutique, et de manière occasionnelle, et tu vois, il y a un truc de ça me fait du bien, j'adore faire ça, mais en fait la grande majorité des gens n'en font absolument pas leur métier, quoi. Mais oui, c'est un milieu underground et tout. C'est toujours cool de voir ce genre de trucs. Mais après aussi, le stand-up, moi je trouve qu'il sert énormément le propos du film aussi, parce qu'on y retrouve, en fait, c'est une sorte de lieu un peu clos où il n'y a que lui qui parle, et où derrière t'as même public, pas de public. Enfin, le public est jamais. Tu dois avoir peut-être 2-3 visages. Sauf une fois, ouais. Ouais, c'est ça, tu dois avoir 2-3 visages, et un moment où t'as vraiment le public qui est montré parce que c'est la cible principale du stand-up. Mais j'ai envie de dire que voilà,
le personnage rentre un peu au début où tu dis bon, il est là, il a passé 15 balles et il veut juste rentrer boire un coup. Et au final, il se retrouve à descendre dans une sorte de bulle qui sera une super safe place en fait pour Ouais. lui. C'est filmé comme ça hein, d'ailleurs. Ouais, C'est ouais. très près de son visage et l'extérieur existe pas du tout. Hein. Et puis ouais, en fait c'est un peu comme si il voulait lancer une sorte de monologue et même de voix off en même temps et utiliser le stand-up pour justement extérioriser absolument toute sa situation et son mal-être et même de son incompréhension des réactions de sa femme, de ces tentatives de remise en question aussi qui prennent de plus en plus forme au fur et à mesure et qui du coup créent des blagues, créent de la complexité dans ces sketchs et en fait ouais, je trouve ça super intéressant parce que y a peu de films qui utilisent même le concept de stand-up qui franchement c'est absolument ça, c'est vraiment extérioriser son mal-être, enfin tout est fait pour tout balancer parce que tu ne connais pas les gens dans la salle et tu te parles à toi-même un peu à la troisième personne. Et puis derrière, moi, ce que je trouve génial, c'est l'entièreté du couple. C'est ce truc de Laura Dern qui est excellente, je trouve. Enfin, elle a un rôle qui peut être à la fois un peu réduit parce que justement le film est très très axé sur l'homme. Ouais. Et après, t'as envie de dire aussi, c'est un film qui est écrit par des hommes, qui est réalisé par un homme. Mais de plus en plus au fur et à mesure du film, je trouve qu'elle y trouve un peu plus elle sa prend place. sa place, Elle prend sa place qu'avant. justement, elle prend sa place. Et du coup, c'est ça un peu le truc qui est intéressant, c'est que le film n'est pas basé sur la relation de couple, elle est basée sur la vision de l'homme dans le couple, et qu'au fur et à mesure, il prend conscience un peu de son égocentrisme, qui vient se déplacer pour ouvrir la porte à Laura Dern, qui à un moment en fait explose même dans ce truc-là de les choses qu'on ne s'était pas dites et de revenir un peu à la base de leur relation où ça fait vraiment amourette de jeunesse où tous les deux ils sont ils revivent le truc de faut pas que les parents nous voient, mais en fait non, c'est faut pas que les enfants nous voient. Et puis c'est super marrant. Il y a plein de scènes aussi qui sont avec leur couple d'amis dans cette fameuse maison dont ils parlent depuis le début du film qui sont si géniales. Et puis voilà, il est des fois drôle, des fois dramatique. Moi je trouve qu'il y a un bon équilibre là-dedans aussi et que le film se suffit dans sa longueur. Je trouve que j'ai pas trouvé de longueur, que il était plutôt Et c'est vrai qu'il se permet des petites folies aussi, parce que je pensais que tu parlais de la maison. la fameuse scène Il y a une scène de petit déjeuner notamment où en fait je trouve que c'est totalement inattendu. Voilà, je vais pas ça sort forcément totalement spoiler. du truc. Mais du coup je trouve ça, il y a des petits moments comme ça dans le film où tu te dis ouais, là je suis un peu étonnée, je suis un peu ça me questionne un peu, et en même temps je trouve que ça rend ouais, c'est ces petits moments comme ça qui ont l'air improvisés qui rendent pareil. Je pense que tout ça c'est pour servir les personnages et la crédibilité de leur relation à tous. Et il y a un truc comme ça d'harmonie qui se fait sur cette scène-là, par exemple, que je trouve assez beau, quoi. Et bah donc c'était Is This Thing On. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir. Quant à nous, on se dirige vers le deuxième film tranquillou, qui est Le Son des Souvenirs. Tu as toute la vie devant toi. Une grande et belle vie. Tu n'as aucune idée de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de comment les choses fonctionnent. Réalisé par Oliver Hermanus et avec Paul Mescal et Josh O'Connor, David et Lionel, deux étudiants et deux grands amoureux, décident de traverser l'Amérique afin d'enregistrer des musiques de communautés locales alors je sais pas comment ça s'appelle cet appareil, il a forcément un nom, mais donc des tubes de cire. L'ancêtre du CD. Alors non, du coup. L'ancêtre de Spotify. Voilà. Encore moins. Donc ouais, donc j'ai mis un petit 49.3 effectivement sur ce film parce que déjà j'aime beaucoup les acteurs, soyons honnêtes, Paul Mescal, Josh O'Connor. Ils sont vraiment très beaux dans Ils le film. sont très très beaux. Paul Mescal, mais il est musclé, mais c'est une dingue. Enfin, Josh O'Connor, il ressemble quand même à une souris, mais oui. Hein Quoi, c'est vrai. Tu parles pas de Josh comme ça. Merci, plus jamais, Yates. Lucas, plus jamais. Dans le remake de Ratatouille, il y sera. Hein. Moi, je comprends. Mais il jouera quoi, le rat ou Linguini? Oh, Bah gros, tu sais bien. Et donc moi je suis toujours assez intéressée par le cinéma queer, enfin voilà les histoires d'amour homosexuel notamment. Et là ça me promettait ça me promettait en plus ça dans un environnement
qui m'attirait pas mal. Les grands espaces américains et tout, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, que voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, il y avait un peu ce truc un peu mystérieux autour du son, donc je me suis dit, ok, je suis curieuse de ce film. Bon, j'ai été pas mal déçue. Déjà, l'histoire d'amour, en fait, j'y crois absolument pas. C'est même pas tant qu'il y a pas d'alchimie entre eux, c'est que vraiment les deux personnages sonnent hyper creux pour moi, notamment celui de Josh Connor, qui est vraiment une sorte de, je crois que j'ai vraiment j'ai vraiment marqué ange déchu, parce qu'il y a ce côté hyper mystérieux en plus, enfin vraiment ce côté c'est pas un personnage, c'est une apparition, Oui. en fait, dans la vie du coup du personnage de Paul Mescal. Ouais, il a aucune personnalité, enfin c'est vraiment, voilà, c'est une apparition, c'est un personnage qui va l'aider à comprendre des choses de lui-même, etc. Mais en fait, lui, quand on me raconte un peu son histoire, bah déjà j'y crois pas, et avant ça, en fait, on me donne rien sur lui. Il est hyper mystérieux, etc. Ouais, mais du coup, en fait, c'est comme ça, ces personnages hyper mystérieux. Oui, Au bout d'un moment, ça me saoule un peu parce que personne n'est comme ça dans la vraie vie. Enfin, voilà. C'est le Silent Guy, il vit que dans l'Ouest américain, ce mec-là. C'est Arthur Morgan. Mais là, c'est le Silent Guy souriant. Oui, c'est ça qui était intéressant, moi, je trouvais. C'est qu'il a fait la guerre, et quand il revient, il est hyper souriant et tout. On dirait que ça ne l'a pas marqué. Voilà. Et en fait, on va apprendre secrètement, ça l'a marqué. Ça a un peu marqué de faire la guerre, quoi. Waouh. Et par exemple, enfin, c'est vrai que tout le film, du coup, on va suivre le point de vue de Paul Mescal. Il y a une scène, on a le point de vue de Josh Connor, et selon moi, c'est la meilleure scène du film. Mais du coup, ouais, c'est le seul moment où il me semble un peu humain, en fait. Et tout le reste du film, donc le film dure quoi, 2 heures Ouais, je crois 2h11. 2h11, c'est très précis. Bon, bah, sur 2h11, voilà, j'ai 30 secondes de Josh Connor. Après, il est pas là sur tout le film. Enfin, il est là vraiment que sur la première moitié. Après. C'est vrai. Mais voilà, c'est mon énorme problème avec le film. Et puis même, voilà, on voit vraiment très très peu de scènes de réelle intimité. Au début, je trouvais ça assez intéressant que, par exemple, on ne les voit jamais s'embrasser. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un peu un truc limite... voilà, juste ils se font plaisir, quoi. Enfin, c'est un truc un peu léger, un peu. Donc peut-être qu'il n'y a pas forcément d'amour, en tout cas au tout début quand ils se rencontrent. Et donc voilà, c'est purement sexuel ou quoi. Mais du coup, même ça, j'y crois pas parce que on veut pas me le montrer non plus. C'est vraiment un film dont je suis très très déçue. Moi, je suis un peu d'accord avec Jade. Et ouais, effectivement, sur la comparaison avec Brokeback Mountain. En fait, c'est que moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai derrière. C'est que c'est un Brokeback Mountain, mais timide. On reprend pas mal de choses en plus sur le fait, enfin, la façon dont ça s'étire dans le temps. Et moi, il y a des choses qui m'agacent, notamment à la fin, où c'est une scène que je vois trop souvent dans les films. L'activation du tireur à l'arme. Tu vois, le papy, là, qui fait son bouquin, qui raconte sa vie, et je me dis, bah. Parce qu'en plus, il y a une voix off pendant tout le film, où t'entends que c'est un vieux monsieur qui parle. Ouais, mais ça je vois venir. Oui, bah, tu vois venir, et je me dis, mais en vrai, ils vont pas le faire, et tout. Si. Mais moi, ça me saoule toujours un peu, et oui, et je suis obligé de remettre une couche sur la putain. Enfin, je sais pas, moi, et quand il y a deux personnes amoureuses, après, c'est peut-être ma vision de voir l'amour. Et effectivement, tu peux montrer une relation amoureuse sans forcément montrer du sexe ou effectivement, mais là, je ressens pas du tout d'alchimie. Moi, pour l'instant, moi, je vois dans le film, je vois deux hétéros quand même. Hein. Donc, et c'est peut-être par rapport au fait que je sais que dans la vraie vie, c'est deux hétéros et que tu le vois dans d'autres films, etc. Mais le Brokeback Mountain, ça a marqué toute une génération parce que c'était une histoire d'amour. Putain, que tu pouvais vivre dans tes tripes, tu vois, peu importe l'orientation sexuelle dont tu étais. Alors que là, pour moi, c'est deux copains, quoi. Faut arrêter de nous dire que c'est deux amants. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Donc ça, c'est le plus gros problème. Et après, oui, je trouve qu'en fait, c'est d'un classicisme hyper ennuyeux. Sur certains films, on pourrait se dire, ah oui, là, moi, j'ai moins aimé parce que ceci, c'est un peu moins bien réussi que ça, etc. Là, je trouve que le mec, moi, j'ai l'impression qu'il nous emmène exactement là où il a envie de nous emmener. J'ai l'impression que tout est maîtrisé de bout en bout. Juste, c'est moyen, quoi. Et bon, ça arrive, mais je trouve que c'est d'un classicisme un peu déprimant. Et c'est dommage. Mais après, il y a des choses quand même que j'ai bien aimées qui, moi, encore une fois, le fait de s'intéresser,
le fait déjà de s'intéresser à des chansons, comment dire, Du folklore. Du folklore, je trouve que c'est intéressant comme sujet. J'aurais aimé que ce soit le sujet du film. Oui, clairement. Le film s'appelle History of Sound, mais c'est pas du tout le sujet du film. Paul Mescal. C'est exactement ça, tu vois. Donc je trouve ça vraiment dommage que ça remplisse qu'une partie du film, sachant que pour moi c'est la meilleure partie et de loin, parce que même s'il y a ces petits problèmes dont j'ai évoqué dans leur petite amourette, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien les entendre chanter. Je trouve que il y a un vrai truc effectivement quand Paul Mescal il explique voilà comment le son se matérialise, etc. Je trouve qu'il y a des choses très jolies et voilà la façon dont on enregistrait le son avant, et non il y a plein de choses que j'aime bien, et pour ça vaut quand même peut-être le coup d'œil, bien qu'il faut être prêt à s'ennuyer pas mal. Et il y a 30 bonnes minutes en trop pour moi. Il y a un moment où je me dis bon, là normalement t'arrêtes le film, là normalement t'arrêtes le film, là normalement t'arrêtes le film. Enfin, bref. Non mais voilà. Dommage. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites parce que. On est tous d'accord avec. Ouais, ce qui a c'est la maison. Non, mais d'accord. Elias Il a vraiment dit un raisonné. truc. C'est un truc bien là. Normalement, t'es toujours contre-courant. Normalement, je connais Elias. Hein. Il a une fiche pour au cas où on ait bien aimé le film et une fiche au cas où on a détesté. Et il adapte son avis. C'est juste par position en fait. T'es pur esprit de contradiction. Pire posture, hein, de toute façon. Essayer de leur Tentermint, vendredi ciné, on n'est pas du tout. Rien n'est écrit à l'avance. Non, mais voilà, franchement, tu peux pas voir le film sans y retranscrire très très précisément Brokeback Mountain. Enfin, c'est absolument l'essence dont le film fait preuve, c'est justement utiliser ce truc-là de deux personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer, qui se rencontrent un peu au hasard de la vie, qui vont vivre des choses ensemble, mais qui derrière vont se manquer énormément. Et surtout, on comprend que Paul Mescal, ça va être exactement la même chose que dans Brokeback Mountain, où il va chercher par tous les moyens de trouver le moment, la chose qui va lui faire penser à Josh O'Connor, et il va tout faire parce que c'est la seule chose qui va l'intéresser dans sa vie, absolument comme les deux Jake Gyllenhaal et Heath Ledger. Ça va être ce truc là ils n'ont rien dans leur vie sentimentale, même professionnelle. Au final, ils ne veulent que être ensemble et vivre leur vie à deux. En fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est dans les dialogues, quoi. Tu vois, tout le truc que tu disais sur le traitement du son et tout, je me dis, en fait, on m'en parle, mais je le ressens pas à chaque fois, c'est ça le problème, quoi. Et derrière, c'est que le film traite uniquement de cette sorte de relation qui va se perdre et qui va suivre Paul Mescal dans toute sa détresse, et qui finalement a une vie insipide sans la présence de Josh O'Connor. Et ça m'ennuie à mourir, quoi. Ça m'ennuie à mourir. L'histoire du son, elle est pas complète. J'ai une partie du film qui m'en parle et l'autre partie qui me fait comprendre qu'en fait il faut aller plus loin que ça, et puis le son c'est la présence de l'autre, et puis c'est mal retranscrit, quoi. Il y a plein de problèmes qui, dans la longueur, comme disait Lucas, le film est beaucoup trop long, il y a trop de choses sur cette dernière demi-heure surtout, où les 15 dernières minutes c'est insoutenable, même si on a quand même des passages avec Paul Mescal qui franchement est un très bon acteur. Moi j'ai beaucoup aimé la scène où il est avec vraiment trop autour de lui. Je pense mais que le mec est devenu une star, et là du coup tu lui donnes un film, et j'ai l'impression que à un moment en production on s'est dit mais faut qu'on le montre tout le temps. Qu'est-ce que tu te fais chier. Franchement j'étais à deux doigts de m'endormir sur History la fin, of Ennui, c'est ça, j'allais dire History of Emptiness, mais franchement ah ouais, chaud. Waouh. Bon, allez, vas-y, Elliot, mets-nous des trucs un peu positifs là-dedans. Alors moi c'est marrant parce que du coup j'ai terminé la collection Josh O'Connor 2026. J'aurais vu 2025 ouais. J'aurais vu tous ces films, donc il en a tourné plein, hein. Je ressens aussi que le film est un film très très long. Et pourtant, moi, il y a des films lents que j'adore, mais là ça a pas du tout travaillé ça. Par exemple, un autre film avec Josh O'Connor, Rebuilding, qui est du coup un film lent aussi. On va prendre son temps de montrer des paysages, et là on retrouve un peu ça. C'est un peu la même démarche de aussi vouloir nous montrer des paysages naturels, et pour le coup cette démarche est très chouette. Moi j'aime toujours voir des paysages naturels américains, voir qu'on tourne en extérieur, c'est un truc que je trouve toujours très chouette. Le souci c'est que il me laisse pas assez longtemps les plans pour que je puisse vraiment les apprécier. Et donc, en fait, ça me paraît tout le temps factice, quoi. Genre, ça va être juste une balade, quoi, en montagne, mais qu'on va pas vraiment montrer pour rendre ça intéressant. Et donc ça, c'est la première moitié. Et la deuxième moitié qui va être donc le Paul Mescal qui va aller de ville en ville. Et c'est vrai que
La première moitié me semblait très cool. Effectivement, l'intention de départ d'aller chercher des musiques, c'est ça qu'aurait dû être le film. C'est le pitch de base, c'est un truc que je trouve vraiment passionnant. Et dès qu'on quitte ces montagnes, ces communautés, et qu'on suit juste Paul Mescal, là vraiment, mais ça devient d'un ennui, d'une lourdeur, vraiment. Et comme ce que disait Jade, tu ne conçois pas vraiment que ces deux-là puissent vraiment s'aimer. Tu ne comprends pas pourquoi il va faire, le personnage de Paul Mescal va faire autant de sacrifices pour retrouver Josh O'Connor, alors qu'en fait, t'as pas l'impression qu'ils s'aiment autant, quoi. Ça, c'est une amourette d'été, quoi, à la limite, au max. Et il y a pas assez de matière dans leur recherche de son et tout pour qu'il y ait vraiment un truc ultra présent et qui soit vraiment dans les tripes de Paul Mescal tout le long. En fait, juste, il le joue, mais sans qu'on ait compris pourquoi le personnage faisait ça. Et il y a même pas d'histoire avant qui peut nous aider sur, je sais pas, il a été en couple déjà. Enfin, vraiment, t'arrives, il est à l'université, tombe sur ce mec et d'un coup, d'un seul, il y a un éclair qui se fait. Oui, après le coup de foudre dans le cinéma, c'est un truc qu'on a déjà vu, mais. Ouais, mais qui derrière, enfin même derrière dans leur relation qu'ils entretiennent dans ce petit périple là. Franchement, c'est léger. Toute une scène notamment, il est en mode non, tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu peux pas me comprendre. C'est un peu un Dark Sasuke en fait. Ouais, exactement. Oui, voilà. Mais non, il sourit trop pour être un Dark Sasuke. Néanmoins, moi je suis pas d'accord sur le traitement du son parce qu'on nous dit au début, alors le sous-titre est désastreux parce qu'on nous dit que le personnage visualise les sons, c'est pas du tout ça, hein. Vraiment il va imaginer des sons à ce qu'il voit, c'est du coup l'inverse. Et donc à plusieurs moments, je trouve qu'en fait on va vraiment travailler le montage son et c'est un truc, du coup c'est rare que je dise ça, mais c'est un film que je vous invite à écouter parce que à plein de moments en fait le film délivre une partition sonore et musicale qui est hyper intéressante. Il y a des scènes qui sont très présentes, notamment, je pense à l'enterrement d'un personnage important dans la vie de Paul Mescal, où là, tout le son va sonner de manière dissonante, mais à plein de moments, quand ils vont être en forêt, ça va être harmonieux, ou même quand il va dans d'autres pays, on va travailler d'autres sonorités, et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette, et notamment, par exemple, en Angleterre, ça va être des sons très baroques, et même, tout le traitement de la musique dans le film. Donc, vraiment, c'est un film que je vous invite à écouter. C'est l'exercice que j'ai fait parce que j'ai remarqué qu'il n'avait rien à montrer. Donc, je me suis dit, au moins, je peux écouter. Et effectivement, à l'écoute, c'est un film qui est assez surprenant, qui a une belle poésie, mais enfin voilà quoi. Du coup, peut-être un livre audio aurait suffi. Et puis, mais voilà. En tout cas, moi, je trouve sur le traitement du son, il délivre bien plus que ce qu'il semble montrer. Et c'est bon pour le son des souvenirs. C'est bon comme si c'était une tâche. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Dans la to-do list. Quant à nous, direction l'Iran avec Woman and Child de Saïd Roustaï. مهناز تو بعد از ازدواج علاقت از دست میدی اگر ناراحت نمیشی من تجربهشو داشتم من دارم بهت میگم اینجوری بهتره این همه گفتی ازدواج نه چی شد هنوزم میگم اون ول نمیکنه. Woman and Child, donc nouveau film de Saïd Roustaï. Manaz, une infirmière de 40 ans, élève seule ses enfants. Alors qu'elle s'apprête à épouser son petit ami, son fils est renvoyé de l'école. Mais lorsqu'un accident vient tout bouleverser, Manaz se lance dans une quête de justice. Donc c'est un film que je n'ai pas vu, mais que vous, cher chroniqueur, vous avez vu, et qu'est-ce que vous en avez pensé ? En tout cas, le film, donc film iranien de Saïd Roustaï, j'ai pas vu ses anciens films. Ah ouais, ok. Donc j'ai pas vu c'est Leila et ses frères. Ouais. Je crois que c'est son plus connu. C'est le Téhéran le plus connu. Ouais. Moi j'ai vu que Leila et ses frères. Ok. Et moi je trouve que le début du film m'a plutôt attrapé. Et je trouve que voilà, donc le film jusque là, il a un intérêt, ça raconte des choses sur la société. Iranienne surtout et puis on bascule sur un point, alors là c'est difficile de parler sans spoil parce que c'est vraiment la clé du film, mais je trouve que derrière ce point là il y a un truc qui se passe, il y a un événement bascule, un événement comme c'est dit dans le pitch, voilà, après un c'est événement, ça, c'est ça, c'est comme ça que c'est dit dans le film, c'est un événement qui se passe et tout change. Je sais pas trop ce que j'ai ressenti sur toute cette deuxième partie et fin du film, c'est qu'il y a à la fois quelque chose de très intéressant parce que on voit une mère qui est en quête de trouver le coupable, de chercher la vengeance, qui est bridée par les droits qu'elle a, seulement qui lui sont conférés par son état de femme, qui se bat. Je pense que il y a
peu de fois où un film a montré une femme qui se bat autant que ça pour ses enfants, qui va aller, non, mais elle va faire des trucs de dingue, quoi. Elle va même, je trouve, des moments être complètement illogique. Et je trouve que voilà, c'est un peu ce qui ressort de cette fin du film, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent et je vois pas vraiment de pure logique à tout ce qu'elle va faire. Elle est protectrice, mais en même temps, elle s'est expliqué aussi qu'elle a 2 boulots. Donc Elle peut pas être hyper présente. Elle peut pas être hyper présente. À la maison, il y a les 2 enfants, mais aussi il y a sa mère, il y a sa mère et ouais, il y a sa petite sœur. Mais elle, précisément, elle est pas tout le temps là pour ses gosses, vu qu'elle travaille beaucoup. Ouais, et puis alors, je trouvais ça intéressant parce que la toute première scène du film, je me demandais comment vous l'aviez interprété. Donc, la toute première scène du film, en fait, on voit le personnage principal dans une sorte d'institut de beauté avec un masque, un soin pour le visage, sur le visage, et toutes les femmes autour d'elle ont le même. Et je trouvais ça intéressant de montrer, de présenter ton personnage principal sous cet angle-là. En plus, du coup, sous un angle, de l'esthétique, de quelque chose potentiellement d'un peu superficiel, on peut dire. Enfin, tu vois, voilà, c'est un soin pour le visage, quoi. Et du coup, ouais, je trouvais ça intéressant de présenter une femme comme ça. Je sais pas trop ce que ça... Ouais, surtout, comme tu disais, c'est que tout le monde avait le même masque derrière. Au final, tu sens quand même que c'est un film qui parle de comment on voit la femme dans la société iranienne, comment elle est traitée, le pouvoir qu'ont les hommes dessus. Parce que Woman and Child, c'est pas non seulement Woman and Child les personnages qu'on va suivre dans le film, c'est surtout Woman and Child, c'est le sujet. En fait, c'est même pas vu comme des êtres humains. À un certain moment, c'est donné comme une possession, quoi. Le mari, il veut... C'est un bien. Une femme, ouais, c'est un bien. Il veut une femme et des enfants. C'est comme ça. Et même, à un moment, le mari, il dit, bah voilà, c'est mon père, il est mourant, il veut des petits-enfants. Donc en fait, c'est tout le temps les hommes qui donnent les directives et derrière, les femmes, elles prennent aucune décision. Et en fait, c'est ça qui est très frustrant dans le film. Je pense que c'est parfois, les femmes, elles prennent jamais de décision et t'es là en mode, mais putain, mais genre, t'as des leviers que tu peux activer et tu les utilises pas. Et ou qu'elles peuvent pas activer en réalité. Enfin, en tout cas, que nous, à la place de Français, on se dirait, en fait, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Là-bas, ce n'est juste et après, pas elle possible. active des leviers et tu te rends compte que voilà. Mais je pense surtout par rapport à ça, tu sens que tout le monde, enfin, toutes les femmes, elles essayent aussi de se faire belle pour les hommes. Le regard des hommes est vachement, quand même, montré. Oui, c'est ça, parce que la scène d'après, c'est son copain qui commande sa coiffure. C'est ça. Donc c'est genre la scène juste d'après, oui. Effectivement, et il est énervé. Enfin, il est énervé. Il dit, j'aime pas les cheveux courts et tout, mais toi, ça te va bien. Mais bon. Et effectivement, alors je suis assez d'accord avec toi, Romain. C'est un peu la première chose que je me suis notée, c'est que déjà, je trouve le film quand même assez long et que en fait, moi, la première partie, c'est celle qui m'intéresse le plus. Mais au final, quand vient ce point de bascule, j'ai l'impression qu'elle servait juste d'exposition à la seconde. Et ça m'a un peu saoulée parce que je me suis dit, en fait, il y a des trucs qui m'intéressaient, que j'aurais aimé voir continuer, mais forcément, il y a une rupture qui est telle que tu peux pas le faire, tu peux pas continuer. Et à partir de ce moment-là, je savais plus trop où le film voulait vraiment aller. Comme tu le dis, il y a des décisions un peu incompréhensibles. Enfin, moi, vraiment, je trouve que notamment, du coup, le personnage de la petite sœur, de la sœur, du coup, du personnage principal, elle fait les pires choix possibles à chaque fois. Genre, à chaque fois qu'on lui donne un choix, elle fait le pire. Mais quand je dis le pire, mais c'est vraiment... Tu veux boire de l'eau, boire de la lave, je bois de la lave. Et donc, par contre, c'est vrai qu'il y avait un truc qui m'intéressait particulièrement dans la première partie, donc c'était par rapport au personnage de Aliar, qui est donc un gamin qui fait... Que des conneries. Mais en fait, je trouvais qu'il montrait une certaine fougue de l'enfance et un truc où vraiment c'est un personnage qui, comme en vrai tout enfant de son âge, tu sais, des fois il y a ce truc où dans ta tête, t'as des petites voix qui vont dire « Ah bah, là, ce serait cool que tu fasses ce truc complètement con. » Et lui, il va l'écouter à chaque fois. Ça va être justement la fougue au milieu de tout ça et ça va être, en plus, c'est un personnage en fait qui est tout le temps en mouvement. Absolument tout le temps et qui se met dans des positions les plus improbables. Honnêtement, c'est largement ce que j'ai préféré du film et je trouvais que... Même si c'est un enfoiré qu'il est dur avec sa mère. Hein. Là aussi, tu sens que c'est un enfoiré total. Parce que là aussi, tu sens que c'est comment on élève les garçons et moi, je sais pas si j'ai beaucoup d'empathie pour le gosse parce que c'est vraiment montré... Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est que ça va être
un futur. C'est Hamid qu'on avait dit l'ambulancier, c'est ça. Pour moi, ça va être un futur Hamid. Tout à fait. C'est que ça va être un futur enculé. Il y a une fougue qu'on retrouve qu'avec lui. Ou dans Les Là et ses frères, c'était beaucoup plus présent. Là, c'est un film qui travaille beaucoup plus la lourdeur, la pesanteur. Et je sais pas si ça lui va si bien, honnêtement. Moi, je trouve que c'est un film qui réussit, mais en tout cas qui est peut-être un peu plus mineur dans sa filmographie ou quoi. Mais c'est vrai que cette scène-là sur le cadenas où du coup ça bloque énormément de gamins, tu retrouves les scènes que tu as pu voir dans La Loi de Téhéran, Leïla et ses frères, où lui, c'est quelqu'un qui manipule aussi énormément les foules, quoi. C'est toujours la grande histoire dans la petite finalement. Mais le problème de ça, c'est que derrière, il y a encore 1h30 à tenir. Ouais, mais moi, je trouve il y a des choses intéressantes, mais effectivement, c'est très, comme disait Jade, c'est très lourd, c'est très pesant, et à la même manière que History of Sound, où parfois ça peut être d'un classicisme un peu lourdin, quoi. Dans le mauvais sens du pathos, terme. hein. Là, on est. Oui. Ouais, c'est sûr, mais c'est toujours un peu pathos parce que dans Les Là et ses frères, c'est le drame, tu vois, c'est vraiment un drame immense. Et là, t'as un peu ce truc-là, mais je pense que c'est aussi, pour moi, c'est un film beaucoup moins bien écrit que ces deux précédents, où encore une fois, il y a des personnages que peu importe si on essaie de nous faire comprendre que oui, on monte les personnages les uns contre les autres, que voilà, t'arrives à retracer quand même les grandes lignes, mais là, si tu te plonges un peu plus dans l'écriture, dans le fond, je trouve que ça manque un peu de cohérence, et il y a des personnages pour qui t'as aucune empathie, aucune compréhension, tu comprends pas ce qu'ils foutent. Bon, en tout cas, voilà, sans parler de ça, moi, ce que ça me montre dans le film et ce que je ressens du coup par rapport à ça dans le film, c'est que voilà, il y a une soumission qui est telle c'est ça. que ça va jusque-là. Tu vois, et je préfère toujours l'interpréter de manière artistique que. Non, mais ça se comprend. Ah, bien sûr, tout à fait. Non, mais t'as raison, mais un levier. Je pense que c'est peut-être un peu moins bien amené que d'autres fois. Et surtout, ce qu'on aime moins, je pense, dans ce film, c'est que c'est moins magistral. Et que dans La Loi de Téhéran, tu pouvais avoir un truc. C'est énorme, mais c'est aussi une enquête. Et c'est aussi un film qui pouvait te divertir et qui était extrêmement bien rythmé. Là, c'est un film qui souffre de problèmes de rythme, de longueur et qui souffre même de moi, de ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, tout le reste du film revenait sur ce même événement et qui finissait par un peu une sorte de déshumanisation du personnage, qui en fait ne devient pas une sorte de prétexte, mais ça en devient un cheval de bataille qui est malsain pour tous les personnages au final. Et t'en perds un peu le drame de ce truc-là. Tu te retrouves un peu comme si t'étais face à une scène de torture et que tu pouvais pas faire grand-chose. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était aussi très poussif, la manière de ramener à chaque fois sur la table le drame, que c'était pas très sain. Et bah, ainsi s'achève l'épisode. Bravo à vous si vous avez écouté jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller au cinéma. Je sais pas, parce que ce qu'on a dit. Mais la semaine prochaine, il y aura un film fun. J'ai peur. Mais avant de se quitter, comme à chaque épisode, on peut faire un petit tour des recommandations. Si on a aimé des choses, contrairement au film cette semaine, on peut en parler. Moi, je recommande juste un truc vite fait. C'est le livre que Jade m'a prêté là cette semaine. Tu l'avais recommandé ou pas? Oui. Déjà. J'ai pas de reco. je recommande. Oui, je l'avais. C'était lequel? Limonave. Ah oui. Moi, j'ai une petite reco. J'ai vu un petit docu sur France Télé que j'avais vu passer sur TikTok en extrait, et ça m'avait intrigué, avec une émission avec Jamy. Évidemment, grosse nostalgie, c'est pas sorcier. L'émission s'appelle Sommes-nous tous, et après ils rajoutent des mots. Par exemple, ils avaient déjà sorti un épisode qui s'appelait Sommes-nous tous racistes, où ils On m'a parlé, ouais. Okay. Apparemment, c'est sur le racisme ordinaire, c'est ça? Ouais. Sur plein de trucs, et tu dis, quand tu vois les exemples, tu fais oh putain, c'est. Et donc là, le film, l'émission, c'était sur Sommes-nous tous sexistes. Et purée, c'est un truc de fou. Bah non, mais en fait, ils analysent justement les. Même temps. Ah putain. Ouais. Non, mais même des trucs. Vous n'avez pas besoin du docu pour s'en rendre compte, Elliot. Ouais, oh là 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 là. Non, mais c'est des trucs où tu dis, ils sont réexpliqués par des spécialistes qui, avec les recherches, ont vu qu'il y avait plusieurs formes de sexisme, et que derrière, il y avait un truc ultra. C'était vraiment des bases qui sont là depuis tellement longtemps, tellement horribles, que en fait, tu dis, ils font intervenir des enfants,
Et tu dis, putain, c'est fou. Là, ils pensent déjà à ces choses-là, mettre les hommes et les femmes dans des cases très précises, parce qu'ils ont entendu leurs parents avoir ce schéma-là. Vraiment, tu les entends et ils disent, qui c'est qui cuisine ? C'est maman. Qui c'est qui conduit la voiture ? C'est papa. Et, et c'est des trucs où du coup, ça fait aussi l'argument de dire, regardez, même les gosses, ils ont déjà mis ça en place, c'est que c'est naturel quelque part, tu vois. En fait, tu dis non, juste ils reproduisent c'est juste ça, trucs, c'est juste c'est la de l'apprentissage. reproduction de ce qu'ils voient au quotidien, et donc forcément, le schéma se répète. Mais c'est super intéressant, en tout cas, faut aller checker, ça dure 1h40, je crois. Donc, franchement, c'est très intéressant. Moi, j'avais une petite série parce que je l'ai. Alors, c'est une série qui est sortie il y a quelques années maintenant, mais je l'ai revue il y a pas longtemps et elle est très très cool. Qui s'appelle Daisy Jones and the Six, qui est du coup sur Prime Video. Donc, c'est chiant parce qu'il y a des pubs, mais bon. Et c'est une série qui est inspirée un peu de Fleetwood Mac, donc de l'histoire du groupe avec tout plein de drama, hein, disons-le. Où justement, en fait, ils se parlaient à chaque chanson. Et donc, en fait, il y avait plein de ruptures et de tromperies dans le groupe. Okay. Et donc, à chaque chanson, c'était genre le mec qui disait à sa copine en mode, t'es une connasse, quoi. Enfin, et même en concert, t'as plein de vidéos de concerts où ils s'engueulent en chantant. Enfin, c'est incroyable. Ce groupe est fou. Et donc, c'est un peu inspiré de cette histoire-là. Mais du coup, c'est une sorte de faux documentaire sur un groupe des années 70, donc un faux groupe. Et c'est super cool. Les chansons sont vraiment incroyables parce qu'ils l'ont fait pendant le Covid. Et les chansons originales ? Chansons originales, il y a un album qui est sorti. Et ils l'ont fait pendant le Covid. Et du coup, ça a fait que ils ont eu beaucoup plus de temps que prévu pour créer les chansons et tout ça. Et donc, les chansons sont super bien. Et ils jouent super bien parce qu'ils ont eu plein de temps. Et du coup, c'est encore mieux que ce qu'ils avaient prévu de base. Et un des acteurs principaux, c'est le mec qui jouait Finnick dans Hunger Games. Voilà, je sais pas si vous avez cette ref-là. C'est pour me peur. Et il y a la petite fille d'Elvis aussi. Je ne sais plus son nom, malheureusement. Je crois que son nom, c'est Elvis. Hein. Bah, du coup, Presley, peut-être au moins, mais non, même pas. Je suis con, frère. Elvis, c'est quoi son famille ? C'est quoi son famille ? Elvis comme une moule. Oh là là. Tout le monde s'appelle Elvis dans cette famille. Il est pas réveillé là, Lucas, là. Ça ne sera pas coupé au montage. Mais donc voilà, petite série très très cool. Il y a qu'une saison et je crois que c'est 10 épisodes. Donc ça se suit assez rapidement. Et puis la semaine prochaine, tout simplement. Je soigne mes intros, mais pas mes outros à chaque fois. C'est une tradition. Mais voilà. On met beaucoup d'argent dans le début parce que c'est là où il faut attirer les gens. Et après, à la fin, déjà ceux qui arrivent jusque-là, c'est cool. Donc, ils sont pas nombreux. Donc merci à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.